Claude Blanchard, omerta. Et ce soir, je le lève au nom des Pétri, Guimont, Desmarteaux et toute cette gang-là. Merci beaucoup. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. La Cravate Blanche est heureuse de vous présenter la vedette du spectacle, Claude Blanchard. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, jolie photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des bidoux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit ou sans cesse. Bon orphané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. J'ai commencé dans ce métier à l'âge de 10-11 ans. On avait à la maison souvent, les parents, le soir, venaient à la maison, il y avait des petites fêtes, tout ça. Puis disons que ça commençait drôlement quand les matantes puis les mononcles en disant « Hey, petit Claude, raconte-nous donc une petite histoire » ou « Fais-nous donc une petite stépette ». Et j'oublierai jamais, ma mère, à ce moment-là, avait une planche pour repasser son linge. Et je l'installais par terre en me mettant des fers après mes souliers. Puis et là, je faisais des petites stépettes pour mon oncle et ma tante. Et c'était un peu le début. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De son passé. La traque, c'est une maladie, je ne sais pas, mais si c'en est une, c'est incurable. Autant des fois, je faisais des farces avant de monter sur scène, puis là, à un moment donné, là, on voit le temps qui avance, et là, il reste 10 minutes, whoop! Là, ça change. À 5, c'est encore pire, puis... Et là, quand tu arrives sur scène, j'ai vu déjà rentrer sur scène et essayer de m'allumer une cigarette, puis ça allait comme ça. J'ai travaillé pendant 30 quelques années avec mon ami Léo Rivet. Et tous les soirs, écoute, comment on commence ce soir? Ben, tu sais, écoute, l'autre, on commence comme d'habitude. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous savez que toute ma carrière avec M. Rivet, c'est normal qu'on a fait à peu près tous les cabarets de la province de Québec, le Maine des États-Unis, on est allés un peu partout. Et c'est normal que Claude Blanchard était reconnu pour raconter des histoires, et même à la Cravate Blanche, tout ça. Et je me spécialisais beaucoup dans les histoires de gars pactés. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être c'est pour ça que je prenais un verre pour pratiquer mon affaire un peu. Parlant d'histoire pactée, avez-vous déjà vu ça, un gars pacté? Il y a un gars, un de ces jours, qui est pas mal pacté, comme ça, puis il traverse la rue, puis il dit au gars, il dit, pardon, monsieur, il dit, pourriez-vous me dire à quelle place se trouve l'autre bord de la rue? Ben, le gars, il dit, mon ami, c'est l'autre bord. Il dit, drôle de coïncidence, j'en viens, puis ils m'ont dit que c'était sur le bord ici. Il y a un vieux bonhomme, un de ces jours, pacté comme ça, il est au coin de Bleury puis Sainte-Catherine. Il est couché en plein milieu de la rue, la tête sur le canal. Le monde est ramassé autour, 2 heures de l'après-midi. Le constable arrive, hey, l'ami, hey, là. Ah oui, le gars dit, chut, c'est le constable. Chut. Non, tu retardes de trafic. Ah ouais, debout, lève-toi. Chut. Il dit, monsieur le constable, ôte ton casque, là, puis couche-toi ça. Le constable dit, qu'est-ce que c'est, ça va, non? Chut. Il dit, ôte ton casque. Viens te coucher, ça, de côté de moi. Le constable ôte son casque, il se couche. Il dit, mets ton oreille sur le canal. Le constable. Non, il faut. On n'entend rien. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Il dit, chut. Ça a été le même toute l'avant-midi. Ouais. Je dois vous avouer que c'est pas la même cour que quand j'étais ici dans les années 38-40. Parce que nous, les cours en arrière, là, c'est la terre, des roches. Je sais pas si vous savez ce que ça peut faire de se retrouver ici. C'est quasiment imaginable. Ici non plus, je pense que même avec ma jeunesse, ça n'a pas été des années très adorables pour la famille. Si je me rappelle bien, ma mère payait comme loyer ici, je pense que c'était 12 piastres ou 12 piastres et demi par mois. Et elle recevait du gouvernement, dans le temps, peut-être 12 piastres par mois pour elle et les 4 enfants. On était 5 personnes tout de même. Ma mère était veuve depuis très jeune, alors j'avais 27 ans. Elle nous a élevés, les 4 enfants. Mon père est mort à 33 ans, d'une pneumonie-pyrésie. Et on s'est promenés souvent, d'une maison à l'autre, tout ça. Tout le monde ici avait signé, peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie des gens avaient signé une pétition pour qui avait donné ça à la police du coin pour qu'on déménage la place. Et je vois encore, j'entends encore les gens crier à ma mère, « Garde-les chez vous, ton gars! Parce qu'il va avoir un bon coup de pied dans le cul! » Ma mère a dit, « Mais allez-vous dans vos affaires! » Ben, je vais laisser faire, mensonge jaloux. Et il y a ici aussi qui était le marché Saint-Jacques où j'ai travaillé là, à l'âge de 10-11 ans. J'apportais des commandes avec un BC. Et pour vous situer un peu, je prenais mes commandes de l'autre côté et je passais par la rue Wolfe, j'arrivais par la ruelle et je donnais tous mes commandes que j'avais à livrer à ma mère. Et là, je défaisais les paquets avec ma mère. Et là, on regardait la commande, disons, c'était 12 quelque chose du Sherbrooke ou sur boulevard Rosemont, boulevard Saint-Joseph. Je disais, écoute bien, man, ces gens-là n'ont pas tes troubles. Ces gens-là vivent bien. Je dis, m'a te montrer d'ailleurs comment est-ce que, à la shop de viande, on enveloppe la viande de Madame une telle, en différence avec toi, quand tu achètes la viande hachée. Je me rappelle, ma mère allait chez le boucher, puis elle disait 2 livres de viande hachée, là. La meilleure, madame, non, vous savez, la plus cheap, là. Et le gars pognait ça avec sa main, même pas une cuillère, puis le gros paquet dans le papier ciré, puis c'est point. Mais quand c'était pour madame une telle, sur la rue Sherbrooke, ou sur le boulevard Saint-Joseph,
et que madame avait commandé, disons, filet mignon ou steak ou quoi, même la saucisse, c'était enveloppé et entre chaque morceau de viande, un petit papier cellophane pour pas que... Alors, je lui montrais ça. Alors, on démanchait ces paquets et moi, je m'étais apporté ici tout ce qu'il fallait pour refaire les mêmes paquets. Alors, quand c'était des commandes importantes comme ça, là, je disais à ma mère, tiens, on va y en enlever 3, elle. Ça y enlève rien. Et nous, on mangeait avec ça. Et combien de fois ma mère disait, tu sais, Claude, c'est pas fin que ce que tu fais là. C'est volé, mais j'ai dit, man, tu dois pas être plus fine toi non plus. Tu m'aides à envelopper, puis tu m'aides à sortir le stock. C'était une vie, mais une vie de misère. Ici, on est au coin d'Amherst, puis Amherst Square, puis là, vous allez sûrement voir le marché Saint-Jacques, tout ça. Et nous, ici, c'était le parc d'attractions. Ici, on jouait aux moineaux. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ne connaissent pas ça, là. Les moineaux, on se faisait ça avec un manche à balai, là, et on jouait au drapeau, un jeu qui était assez le fun aussi. On jouait au softball aussi. Alors, imaginez-vous ici qu'il y a une partie de softball, là, puis on était pas si pire que ça. Quand on frappait la balle, là, ça s'en allait des vitres des voisins de l'autre côté, là. Ici, là, c'était le rêve de ma vie. Et c'est drôle, même si aujourd'hui, je pense que je fais une autre vie, c'est entendu. Je possède plus, j'ai plus de biens, mais, dans mon cœur, quelqu'un dirait, Claude, veux-tu revenir à 2103 Amherst avec ta mère, puis tes frères, puis... Je dirais oui. J'ai commencé à étudier la claquette. D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, c'était la seule école de claquette qu'il y avait à Montréal. C'était chez Frenchy Mendy. Frenchy Mendy était un noir. Et il y avait sa fille aussi qui était professeure, Janine Mendy. Et j'ai commencé à apprendre la claquette avec lui. Et je vous avoue que apprendre la claquette, c'était pas facile. C'était surtout les exercices. À un moment donné, on était à côté sur le mur, et puis là, il fallait que cette patte-là, le bout du pied, elle touchait au mur en haut, mais sans plier les genoux. Là. Je veux dire, et il y avait toutes sortes d'exercices comme ça avant de commencer à se faire aller les pieds. Et je pratiquais toujours avec un garçon qui s'appelait Marcel Miron, qui mesurait peut-être 5 pieds à peu près, 5 pieds et 1. Pesait à peu près dans les, mettons, 90 livres mouillés. Et je pratiquais toujours avec lui, puis c'était un bon garçon. Puis, en fin de compte, quand il est venu le temps de faire le récital au bout de l'année, on avait monté un numéro ensemble. Et on a sorti de l'école de chez Mendy et on a décidé de se lancer tous les deux à grands pas dans le métier, comme danseur à claquette. Et comme nom, on avait choisi les Lucky Boys. Et ce qui était important pour nous à ce moment-là, c'est que si tu étais danseur de claquette, c'est toi qui fermais le spectacle. Tu étais toujours en vedette. À un moment donné, il y avait un magicien, il y avait peut-être une danseuse orientale, un jongleur, mais c'était la vedette, c'était les danseurs. Alors, c'est un peu pour ça qu'on s'est lancé comme danseur à claquette, et le nom, surtout les Lucky Boys, parce que si on portait pas un nom anglais, on dépassait pas la dublerie. J'ai toujours porté une cravate blanche. Depuis que j'avais 16-17 ans. Et d'ailleurs, ça c'est devenu quasiment une marque de commerce. Et c'est devenu tellement commercial que j'ai ouvert l'hôtel, la cravate blanche. Donc, j'avais une cravate blanche, là,
qui était de 34 pieds d'auteur à la porte de mon hôtel. Et en ce moment, je suis sur les terrains de l'ancien Danube bleu. D'ailleurs, c'est ici que je me suis marié. 2 erreurs dans ma vie. Je me suis marié ici, j'ai acheté l'hôtel. C'était une farce. Et après, bien, c'est ici que j'ai fondé la Cravate Blanche, que je pense que beaucoup de monde en province ont connu. On avait beaucoup de spectacles, tout ça. Alors, la Cravate Blanche était située ici. Dans le moment, si je me place ici, là, c'était la scène. C'est un peu ici que je disais... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir, en grande vedette à la Cravate Blanche, mon ami de toujours, Fernand Gignac. Flânant au hasard les rues, pour rencontrer une ingénue. Au lieu de vous méfier, vous vous croyez à l'abri. Pour l'amour vous tend son piège et vous êtes pris. Vous la quittez le jour suivant. Ça, c'est bien toi, ça. Vous rêvez d'elle à chaque instant. Frôler sa mèche, ça vous fait un drôle d'effet. Et oh, l'amour vous tend son piège et vous êtes fait. Yes, sir. On a eu du plaisir à la Cravate. C'est vrai, c'est vrai. Elle chantait le « Donnez-moi des roses ». Ouais. Attends que tu disais « Donnez-moi des roses », moi je donnais des cravates blanches. J'oublierai jamais là, du temps où on faisait des amateurs, les stades, les cours d'école. Oui. La première fois que je t'ai vu, j'ai jamais oublié ça. Tu chantais dans la cour d'école le soir au coin de la Fontaine et puis Papineau. Et tes petits pantalons courts avec tes petits boutons ici. Là. La chemise en satin que ma mère m'avait fabriquée. Oui, monsieur. Je te vois encore, là. Quelle femme, chez vous, ma tapioire. Quelle femme, Mais toi aussi, t'en étais à tes débuts, hein? Qu'est-ce que tu faisais? Mais j'étais à mes débuts, moi. Oui. Je passais après toi. Je faisais un numéro de claquette. Oui, Mais moi, le plus drôle, et ça, c'est vrai, moi, j'avais pas été à l'école dans ce temps-là, la claquette. Là. Le de ces cavallo bé. C'est épouvantable, ça. Avoir passé par là. On chantait beaucoup du Trenet. Ah, ben oui. Comme on va toujours en chanter, d'ailleurs. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer a versé mon cœur pour la nuit. C'était l'époque des chanteurs comme Perry Como, Andy Williams, Bing Crosby. Puis il y avait surtout Nat King Cole, pour lequel tu as toujours beaucoup d'admiration. Hein. Trop jeune alors pour vivre à deux. Trop jeune alors pour être heureux. And then someday they may recall we were not too young at all. Je me rappelle la Cravate Blanche, tu étais souvent porté à imiter Chevalier. Tu chantais entre autres, tu sais... Ah, ben oui, c'est des chansons en anglais. Have you caught it, get your hat, leave your horizon de Oh, dos. bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oui, Bouge pas. oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je te regarde de côté, là. Oui.
avec ton appendice nasal. Le nose comme ça. Oui, oui, mais je te verrais mieux chanter cette chanson-là à la façon de Jimmy Durante. Ah, je peux te le faire. Grab your coat, get your hat, leave you worry on the doorsteps. Just direct your feet to the sunny side of the street. Si vous avez des ennuis, laissez-les à votre porte. Ne laissez entrer que les jolies choses. Que les jolies choses. Que les jolies choses de la vie. Mais tous ces succès, toutes ces chansons, ça ne nous rajeunit pas, ça, hein? Ah, monsieur, non, monsieur. J'avais 20 ans, Ça fait longtemps. pour les yeux d'une femme. Oh, t'avais des yeux un peu pour toutes les femmes, toi. Comment ça, rien, là? Ces mots d'amour faisaient battre mon cœur. Oui, on pairait le bien, tout ça. Oui, pour être aimé, Ah, ça. j'aurais vendu mon âme. J'aurais vendu ma grange, mon garçon. Et de mon sang, j'eus payé ce bonheur. 20 ans, tous ces cheveux et tous ces dents, c'est l'aurore, c'est le printemps. 30 ans, voici le premier cheveu blanc, on l'arrache en se souviant. 40 ans, bientôt on s'arrête, car si on veut arracher tout, à 50 ans, notre tête serait plus lisse qu'un caillou. 20 ans, mon Dieu, c'était le bon temps, se dit-on à 60 ans. 20 ans, j'étais plutôt fou que méchant, mais c'était si palpitant. Mais 70 ans s'avancent, c'est la fin de la romance. Et c'est pourquoi, pendant qu'il en est temps, profitez-en, ayez 20 ans. Et qu'est-ce que tu ferais si tu l'avais 20 ans? Hein? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 20 ans? Oh, ce soir? je recommencerai à zéro. Hein? On est déjà rendu là. Fernand, écoute, il y a une chose que je dois avouer au public ce soir. Je pense que j'ai jamais parlé de cette chose. Vous savez que Fernand Gignac, c'est Fernand qui m'a fait endisquer mon premier disque. Ouais, le public m'en a toujours voulu, d'ailleurs. Pas juste le public, le producteur aussi. Oui. D'ailleurs, c'est toi qui m'as fait endisquer Que reste-t-il de nos amours? Oui, puis là, on d'ailleurs, cherche- chaque fois que Chantranet vient ici, il me demande les paroles. Oui. Et puis, On cherchait une chanson pour l'autre côté, après. C'est ça, oui. Là, je t'avais suggéré un succès d'Eddie Constantine. Eh oui. Dun Dun. Donne. On la refait? Oui. Oh, chou-bidou-bidou-bidou-bidou-ba. Oh, chou-bidou-bidou-bidou-bidou-ba. Donne-moi la lune, donne-moi la main, une jolie fille qui me convient. Et pour le reste, je m'en tirerai bien. Donne-moi ce soir un banc de bois au fond du parc pour elle et moi. Et pour le reste, je m'en tirerai bien. Voici tous les gars comptent sur la chance. Moi, je ne m'en fais pas. Moi, je m'en balance. La chance, je l'ai en moi. Fais-moi confiance, je saurai bien Passer le temps jusqu'au matin. Oui, mon vieux. Donne. Oh, chou-bidou-bidou-bidou-bidou-ba. Oh, chou-bidou-bidou-bidou-bidou-ba. Donne-moi le ciel pour couvre-lit.
sème des fleurs sur le tapis. Pour le reste, je m'en tirerai bien. Ah oui, il s'en tirera bien. Comment ce soir, Donnez-lui ce soir un peu d'air pur, un peu d'air pur, beaucoup d'espoir. toute la nature et pour le reste, Et après mon gras, je m'en tirerai bien. il s'en tirera bien. Quand dans le ciel, une étoile s'allume, c'est comme un clin d'œil d'un ami lointain. On suit le bon chemin. Faites-moi confiance, il va écouter au bonheur. L'éternité C'est merveilleux. Donne, 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 oh choubidoubidoubidoubidou. Et pour le reste, on verra bien. On a tout le temps d'ici demain. Dieu, bon Dieu. Donne, 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 écoutez-le bien. Il va se rendre au bout, je m'en dis. Monsieur le bon Dieu. Je me rappelle quand j'ai arrêté de boire, j'étais seul à la maison. J'oublierai jamais l'heure, il était 8h moins quart, je savais qu'il y a un film qui commençait à 8h. Et j'ai pris le Bacardi. Et moi, c'était pas le petit 26 onces, là, c'était la grosse bouteille avec la poignée. Je pense qu'à un moment donné aussi, tu te mets à shaker un peu, ça prend une poignée pour pas le renverser. Ça. Et là, je me suis fait un Bacardi. Et j'étais tout seul dans ma maison. Et là, tu te regardes dans le miroir. Là, tu te parles. Moi, je me suis parlé en disant regarde où c'était rendu, là, gros fou. Et je m'haïssais. Ça a peut-être l'air exagéré, mais tu te regardes dans le miroir, là, tu sais, puis tu as l'air d'une espèce de grenouille ou un wawaron écrasé par un camion, là, tu sais, là, t'es enflé un peu, puis la bédane grosse comme ça, bon, ça, là. Tu travailles plus. Tu dois beaucoup d'argent. Alors, ça a été ça. Moi, j'ai pris le verre, je l'ai jeté, j'ai mis le bouchon dessus. Et moi, Louise et mes enfants, ça faisait 3 mois et demi que je n'avais pas touché un verre quand je les ai dit. Personne ne s'est aperçu de ça. C'est donc que je me dérangeais pas tellement. Et il y a une anecdote aussi que je n'oublierai pas. Un jour, je dis à Louise, tu sais, c'est pas drôle, tu vois des gens qui prennent un verre, là, puis ils laissent les enfants de côté, puis ça va se coucher dans l'après-midi, tout ça. Et je me rappelle, un jour, Louise est arrivée à la maison, et je dormais. Elle m'a réveillé. Elle dit, tu te rappelles, parce qu'elle n'a jamais bu de sa vie. Elle dit, tu te rappelles, tu m'avais dit qu'il y a des gens qui ne s'occupent pas des enfants, puis ils dorment dans l'après-midi. Elle dit, toi, tu as commencé ça, là. Tu dors dans l'après-midi. Elle dit, moi, je m'entends te le dire, moi, je peux pas vivre comme ça. Elle dit, là, tu as commencé à t'endormir dans l'après-midi, toi aussi. Fait qu'elle dit, tu devrais y penser. Tout ça pour dire, merci, Louise. Chose peut-être que les gens ne savent pas de Blanchard. J'ai été le premier comique dans les cabarets à travailler avec un tuxedo en soie, puis la cravate blanche, puis parce que les comiques, c'était un temps, je veux dire, pas sur les dernières années, mais les gens travaillaient avec des pantalons plus grands, un veston qui est exagéré, petit chapeau. Quoique moi aussi, au début, j'ai travaillé avec le petit chapeau parce que un jour, M. Pétry, Arthur Pétry, qui a été le partenaire du père Guimond pendant des années, était rentré au Théâtre canadien en bas, et je venais de finir la comédie en haut. Et ça m'avait touché, ça me touche encore de vous le dire. M. Pétry avait pris son chapeau,
Il dit, tu sais, mon garçon, moi, j'ai laissé le métier il y a quelques années, même que sa femme travaillait encore là. Il a pris son chapeau, il me l'a mis sur la tête. Il dit, je pense que tu es le seul qui peut faire honneur à ce chapeau-là. Vous savez, depuis des années, Claude Blanchard a été connu pour faire des histoires un peu partout dans les cabarets de Montréal, tout ça, et même à la Cravate Blanche. Et jusqu'à temps qu'un jour, ça m'a fait jongler, le comique. Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de chanteurs de charme qui prenaient beaucoup de place. Et les comédiens étaient mis de côté un peu. Les chanteurs de charme prenaient la vedette du spectacle et partaient avec les filles le soir. Les filles avaient moins confiance aux comiques. Alors un jour, je me suis dit, pourquoi pas, Claude, que tu ne deviendrais pas un chanteur de charme? Et puis un soir, je suis à la maison, je regarde la télévision et je vois un beau garçon qui chantait très bien d'ailleurs, tout ça. Et je me disais, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Alors je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit, Claude, fais de la comédie. Alors le beau garçon que je vous parle, je suis sûr que ça allait être d'accord avec moi. Mesdames et messieurs, Pierre Lalonde. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais vouloir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My désirable. Je suis malheureux d'avoir si beaux mots t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, formidable. How can you see me, séminal? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire Ah oui? pour te plaire. Où ça? Dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu l'as pas compris? Tant pis, ne t'en fais pas. Viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout. Avec ton air canaille, 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 I cannot love you. One more time. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout. Avec ton air canaille, 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 I cannot love you. Mesdames et messieurs, Pierre Lalonde. Je peux vous dire que moi, la religion, pour moi, c'est très important. On a été élevé comme ça. Même à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas de gêne à vous le dire. Je connais pas ça, me coucher sans faire ma prière. Jamais j'ai quitté ma maison
sans faire ma prière. Je vous avoue que je ne cours pas les églises, non. Quand j'ai affaire à parler à quelqu'un, j'y parle à lui, en haut. Et j'en ai confiance, parce que je sais que ma mère est avec lui. Et je commence toujours par le demander à ma mère, parce que j'ai dit, je suis sûr qu'elle doit être après lui, puis elle doit dire, écoute bien, mon fils en bas, il a besoin de quelque chose, tout ça. Et j'y crois beaucoup. Parce que tout ce que j'ai demandé dans ma vie, je vous dis pas que je l'ai eu le lendemain, mais j'ai pas mal tout réalisé, ce que j'ai voulu réaliser dans ma vie. Et même encore aujourd'hui, j'y parle encore. Un autre à qui je parle encore, même s'il n'est plus là depuis des années. Comment voulez-vous oublier un gars de même? C'est mon bon ami Léo Rivin. Léo Rivin, ça a été très important pour moi dans ma vie. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que j'ai demandé à Léo de travailler strictement pour moi. Léo travaillait à la Tour à Québec. Alors, j'ai appelé Rivin, j'ai dit Monsieur Rivin, j'ai dit je voulais vous demander si vous voulez travailler strictement pour moi. J'ai dit je suis au Café de l'Est, puis la semaine prochaine, j'aurais besoin de quelqu'un, tout ça. Alors, Léo est descendu, on a travaillé au Café de l'Est, quinzaine de jours. Et je dois vous avouer que ça a duré 36 ans. Georges Sibiès! Qu'est-ce que tu fais là? Quelle raison que tu me frappes, non pas qu'un nafte? Je t'ai pas frappé? Ben, tu m'as pas frappé une chance, moi, quasiment tué, là. Les naftes pas. Voyons, Non. j'ai frôlé ton épaule. Bon, mais frôle pas si fort. Voyons, je t'ai donné une petite tapette. Ça m'a fait beaucoup de peine quand Léo est mort. Même que des fois, je dois vous avouer, des fois, je me sens quasiment responsable. C'est peut-être aller loin un peu. Parce qu'il avait écrit une lettre à un journaliste. Il dit, vous savez, je suis hospitalisé, tout ça, et puis j'ai plus tellement le goût de vivre. J'ai dit maintenant, c'était bien écrit comme ça, Blanchard, il est rendu qu'il fait du cinéma, il fait du théâtre d'été, tout ça, puis on travaille plus ensemble. Les cabarets, c'est pratiquement fini. Et je me rappelle que j'étais venu ici dans l'après-midi, au bar. Et on m'a dit, Léo est hospitalisé. Alors, je suis monté à l'hôpital. Parce que je m'en allais travailler au Lac-Masson. Et je suis rentré dans la chambre. Léo était dans le coma. Un peu... il est tube un peu partout, tout ça. Je suis allé travailler. Je suis revenu. Et je suis retourné le lendemain soir. Il était encore dans le coma. Et ça, c'est une image que je n'oublierai pas dans ma vie. Et je vous avoue, franchement, je suis allé voir la garde malade. J'ai dit, écoutez, il me semble qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Elle dit, vous savez, M. Blanchard, elle a dit, M. Rivin, là, il peut vivre 1 heure, 4 heures, 1 semaine, 1 mois, comme ça. On ne sait pas, mais nous, on ne peut pas faire autre chose. Il n'y a pas rien à faire. Je suis retourné dans la chambre. Et puis, je me suis mis à genoux dans la chambre tout seul. J'ai demandé au bon Dieu, j'ai dit, faites-les mourir, ça n'a pas de sens. Dépêchez-vous de le faire mourir. J'ai pas de gêne à vous dire que j'étais à genoux tout seul. Puis je demandais qu'il meure. J'ai sorti de la chambre, je suis allé dans mon auto en bas et j'ai pris mon cellulaire, j'ai appelé ma femme. Je dis, écoute, on est dans un spectacle qui n'a pas de sens. J'ai dit, je ne sais pas ce qui arrive, là, mais... Fait que Louise voyait bien que je filais très mal. Elle a dit, écoute, reste pas là. J'ai dit, je veux rester ici jusqu'à temps qu'il meure. Elle a dit, fais pas ça, viens à la maison. Fait que je me suis tourné à la maison. Et puis, le téléphone a sonné. Léo venait de mourir.
C'est pas demain, l'école est finie. C'est pas demain, les petits gars aussi. C'est pas demain, c'est le samedi. C'est pas demain, les petites filles aussi. L'autre jour, je suis sorti devant des petits voyous et vous l'avez dessoufflé. L'état dans mon oiseau, c'est pas noir, l'école est finie. C'est pas noir, les petites filles aussi. C'est pas noir, c'est le samedi. C'est pas noir, les petites filles aussi. Ta-dam, ta-dam, dam, dam. Ah, mon petit Cédric, si tu savais tous les beaux souvenirs qui me passent dans la tête en ce moment de voyant dans cette chaise-là. Nestor, c'est un personnage qui était tout simple. Puis moi, je suis pas un gars compliqué, puis je suis pas un musicien compliqué non plus. Puis les messages que Nestor passait, c'était des messages simples pour le public, pour des gens ordinaires, là, tu sais. Au début, moi, Nestor, je pense pas que c'était le vrai personnage pour les enfants. Parce que tu te rappelles, je parlais beaucoup de politique, Oui. de sexe. Les gags étaient plus faits, je veux dire, pour les adultes. Oui. Et même quand je parlais avec M. le curé, tu sais... Ben, t'en profitais pour passer des messages aussi. Ah, ben oui, C'est ben un petit oui, peu... oui. C'était dans le vrai sens du chansonnier. Oui. Nestor, c'était un chansonnier parce qu'il passait des messages politiques, il passait des messages... Et toi, dans le fond, tu regardais ça et tu disais, il y a sûrement de la musique à mettre là-dessus. Ben, c'était pas compliqué, moi, je connaissais 3 accords. J'ai de bonne humeur, ça est fini. J'ai de bonne humeur, les petits filles aussi. J'ai de bonne humeur, c'est le samedi. J'ai de bonne humeur, les petites filles aussi. Mon père, c'est le plus fort, le plus beau, le plus grand. Il travaille sur son manche et prend un coup tout le temps. Ah, Nestor, on ne dit pas il prenait un coup tout le temps, on dit il s'enivrait légèrement, il manquait de travail. Ah, pourquoi que t'ouvres pas une job? Ben, c'est ça. J'ai bonne humeur, l'école est finie. J'ai bonne humeur, les filles aussi. J'ai bonne humeur, c'est le samedi. J'ai bonne humeur, les filles aussi. Hey, ça rappelle les souvenirs, notre Oui, monsieur, oui, monsieur. Mais je pense, la chanson que t'as faite pour moi, celle-là, tu l'as pas faite pour Nestor. Les petites filles me travaillent. Ouais, parce que ça me travaille encore. Les petites filles me travaillent, les petites filles me travaillent. C'est pas de ma faute en haut de l'étau, ça va les petites filles bateaux. Les petites filles me travaillent, les petites filles me travaillent. C'est pas de ma faute en haut de l'étau, ça va les petites filles bateaux. C'est pas de ma faute en haut de l'étau, ça va les petites filles bateaux. La prochaine chanson, ça, je peux te dire que Le tube. des comme dirait- milliers et des milliers de personnes ont chanté cette chanson-là. Comme tous les petits gars de mon quartier, c'est à Balconville que je passe l'été. C'est peut-être pas l'endroit rêvé. Ça c'est fort, c'est assez fort, c'est assez fort. Quand papa veut me faire un beau cadeau, il m'emmène voir jouer les saxophones. Je prends dans les corps pis se morse la gomme. Les grands oranges frappés au run. C'est ça c'est fort, c'est ça c'est fort, c'est assez fort. C'est ça c'est fort, c'est ça c'est fort, c'est assez fort. Merci, mesdames et messieurs, Coq Stockard. Il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la vie. Et là, quand je vous parle, je pense à celui qui m'a amené ici à Radio-Canada. Un jour, je travaillais au théâtre pour le Père Gribaldi.
Et je dis bien mon bon ami Doris Lucier. M'avait vu au théâtre. Et il avait appelé Roger Leblanc, il dit... c'est-à-dire, il n'avait pas téléphoné à Roger. Il avait envoyé un petit papier, c'était à peu près grand comme ça, d'ailleurs, il me l'avait laissé après. Et c'était marqué sur le papier, « Bon cher Roger, en ce moment, je suis au théâtre du Père Grimaldi et je travaille avec un gars qui a une face de bandit, mais sympathique comme tu n'as jamais vu. Il s'appelle Claude Blanchard. Et je pense que si tu viens le rencontrer, ça serait un gars que tu pourrais te servir dans le petit mot du Père Gédéon, la pente douce. Et j'ai jamais oublié ce soir-là que M. Leblanc avait été venu dans ma loge. Et ça cogne dans ma loge. Il dit, vous êtes M. Blanchard? Je dis oui. Il dit, mon nom est Roger Leblanc. Vous commencez dans la pente douce lundi. J'ai quasiment perdu connaissance. Ah, entrez. Bonjour, Ben Alexandre. Hey, moi, je le connais pas. L'ami Timé, Ben Campo. Ah. Un petit coup, Ben Alexandre? Non, non, non. Hein? Si tu mourras, il en veut pas. Allez, venez, venez, venez. Mettez donc vos costumes d'infirmier, c'est si beau. Je dois stand, ouais, commençons. Oui, commence. Si mécanique. Ouais, pour l'épinette, je m'en vais bûcher tabarouette. Plume au chapeau et le cœur tout en risette. Je m'en vais bûcher tabarouette. Je me rappelle les moments du cinéma, d'ailleurs. Le premier film que j'ai tourné, je pense, c'était avec Denis Arcand. Dans Gina, avec Céline Gomez. Pour la grande parade, vous allez dans l'évidence. Je vous ai trouvé le plus beau cheval blanc. C'est vous qui allez être en avant. Tout seigneur, tout honneur. Je vais monter à cheval? Le premier à l'avant. Oh, les chevaux, ça me dit pas grand-chose. Ça va l'air à faire votre affaire. Non, mais on n'a pas moyen, par exemple, de... un char allégorique avec les musiciens, quelque chose comme ça. Un cowboy qui a peur des chevaux. C'est poussé un peu fort. T'es certain que tu t'y retrouves dans tes films? Ah, c'est pas des vrais films, c'est du théâtre pour leur faire peur. Hector, tu sais que je t'aime pas. Mais pas du tout. Emma, je vais te dire quelque chose. J'aime ta manière de ne pas m'aimer. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas capable. Quoi? Je suis pas capable. Si elle pouvait coucher dans sa loge, comme dans le temps, je pouvais pas lui refuser. Le Corona, c'est un peu chez elle. Elle avait l'air bien fatiguée. Monsieur Coulombe. Je m'excuse, monsieur, je suis le sergent détective François Bastien de la communauté urbaine de Montréal. Je vous présente mon partenaire, Marcel Brochu. Bonsoir. Bonsoir. On va vous demander de nous suivre, s'il vous plaît. Mais je vais vous lire vos droits. Des puces dans les oreilles, des fourmis dans les orteils. Pourquoi je souffre, pourquoi je cours? Je suis la loi dans les fonds de cour. Je suis la loi de la bouteille. J'ai des puces dans les oreilles, des fourmis dans les orteils. Pourquoi je souffre, pourquoi je... Peux-tu me dire qu'est-ce que c'est cette chanson-là, oui? Ça, c'est ma mère qui me chantait ça pour m'endormir quand j'étais un beau petit bébé. Oh, ben tiens. Prends ça, ça va être bon pour ton trémolo. Chante-moi dans ça encore une fois.
J'ai des puces dans les oreilles, des fourmis dans les orteils. Pourquoi je joue, pourquoi je cours, et on le dit dans les fonds de cour. Je suis le roi de la bouteille. Je me souviens. Of course. C'est la devise du Québec. Quoi? Je me souviens. Je me souviens pas. Depuis quand? Depuis qu'on a tout oublié. Vous savez, depuis quelques années, j'ai été gâté par le cinéma, que je trouve extraordinaire d'ailleurs. Mais il y a la télévision aussi, qui est assez extraordinaire. Parce que souvent, les gens m'envoient la main dans la rue ou dans les centres commerciaux en disant « Hey, Claude, comment ça va? » ou « Monsieur Blanchard. » Parce que ces gens-là ont l'impression de vivre avec moi tous les soirs parce que je rentre dans leur salon. Alors, je pense que la télévision, c'est une belle invention. Le MétroStar coup de cœur cette année va à une carrière avant tout, à un homme de métier. Le métier, c'est ni plus ni moins des milliers d'histoires, des grandes peines, des grandes joies, des victoires, des défaites, des amours inachevés ou non. Le métier se fait cher et s'inscrit dans notre visage, dans notre cœur, dans notre âme. Et laissez-moi vous dire que le métier s'est installé confortablement et depuis longtemps dans le cœur, les yeux et l'âme de mon ami, Claude Blanchard. Il voulait savoir comment j'ai appris que Godin n'avait pas remis dans les coffres de l'Union nationale l'argent qu'on a ramassé pour le parti. Tu l'as su comment? Ça fait des années que j'agis comme conseiller pour la maison. Il y a bien des gens qui me doivent des services. Le docteur était pas là? Non. Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis parti. T'es parti? J'ai eu la chienne. Mais niaises-tu? Je viens de te le dire, là. Bonsoir. Peux-tu regarder comme il faut? Quel âge tu penses que j'ai? Tu penses que je vais aller me payer 10 ans dedans? Tu sais bien que t'en feras pas 10. T'en feras pas même 4. Mais là, nous autres, on a besoin de savoir si au moins t'es prête à nous aider. Hey, je t'aurais donné ma chemise tellement que je te faisais confiance. Mesdames et messieurs, je vous remercie royalement maintenant de faire partie de vous. Merci beaucoup. Moi, quand on a dit, M. Blanchard, faut qu'on vous opère pour le cœur, moi, j'ai pas de honte à vous le dire. Je pleurais comme un enfant, tellement j'avais peur. Et après que j'ai eu passer mon cathéter, le médecin a dit « Écoutez, M. Blanchard, vous devriez rester ici, là, parce que c'est important. On pourrait peut-être vous opérer le plus tôt possible. » Ah, j'ai dit « Non, 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 non. Moi, vous me... Non. » J'ai dit « Un artiste, on ne scie pas 102. » Non, monsieur. Et je me rappelle, mon fils était avec moi, il dit « Ben, écoute bien, là, tu devrais écouter, là, si... Je dis « Non. » Et la première chose que j'ai dit au médecin, j'ai dit, écoutez, est-ce qu'il y aurait une possibilité que vous pourriez me garder vivant 5-6 ans, je ne sais pas, moi, 4, avec des pilules? Moi, je ne veux pas passer à ça.
J'ai écouté M. Blanchard, on ne sait pas. Il dit, vous pouvez sortir d'ici puis faire une crise, puis des fois, c'est pas juste la mort, c'est paralysé, puis... Non, j'ai dit d'une manière ou d'une autre, moi, je sors d'ici. Et j'ai sorti. Et j'ai demandé au médecin de me donner ma cassette. C'est drôle de vous dire ça, là, parce que ça, c'est tout enregistré sur vidéo. Et j'avais l'air d'un gars qui allait... J'allais dans les hôpitaux montrer ma cassette. Parce que moi, j'ai dit, peut-être qu'ils sont trompés. Comme un gars qui va vendre sa chanson. Il dit, je viens de faire une cassette et écouter ça. Alors moi, je suis allé dans les hôpitaux montrer ma cassette. Et la dernière que j'ai faite, ça a été l'Institut de cardiologie de Montréal, dont la directrice est une amie de Louise Bureau, qui écrit souvent des textes pour moi, qui est une grande amie d'ailleurs. Et là, on m'a donné l'heure juste, en me disant, écoutez, M. Blanchard, la cassette est très bien faite. C'est en plein ça, c'est l'opération où... Et là, je me rappelle, mon fils puis ma femme m'attendaient à la porte de l'hôpital. Là, j'ai embarqué dans l'auto moins joyeux. Mais je voulais toujours pas me faire opérer. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a Louise qui me dit... Elle dit, écoute... Elle était avec mon fils, elle dit, si t'as pas besoin de nous autres... nous autres, on a besoin de toi. Et ce soir, je vois des gens qui sont dans la salle et je sais qu'ils m'aiment, que je les aime. Et il y a une personne qui est ici. Et je pourrais dire qu'elle m'a sauvé la vie. Et c'est ma femme, Louise Harrison. Mesdames et messieurs, merci. Merci mille fois d'être venus ici ce soir. Merci beaucoup. Merci. Depuis l'opération, je dois avouer que j'ai appris à aimer autre chose. Tout autour de ma maison, maintenant, je veux dire, en revenant de l'hôpital, j'ai mis des fleurs partout. Et je m'amusais à arroser ça et d'en avoir soin tous les soirs. Et aujourd'hui, j'aime ça, voir le vert, les arbres, tout ça. J'aime tout ce qui vit. Tout ce qui vit. C'est bien important pour moi maintenant. Et je suis attaché plus à des vraies valeurs, disons. Avec tout le monde. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est une autre vie. Je veux dire, c'est plus la même chose. C'est plus le gars qui s'assoit dans un bar et qui envoie un autre, puis envoie la traite à tout le monde, et tout ça. Moi, ce temps-là, c'est fini. Ce que je demande, c'est de vivre tranquille et de faire ce que je fais aujourd'hui. Veux pas. À moins que quelqu'un soit bien hypocrite. Quand les gens nous saluent et qu'ils nous reconnaissent, c'est flatteur, prenez ma part. Très flatteur. Et moi, gênez-vous pas quand vous me rencontrez. Dites-moi bonjour. Je vais vous répondre. Faites attention, des fois, je n'entends pas. C'est pas parce que je ne voudrais pas vous répondre. Arrangez-vous d'être sur le bon côté. Vous ne serez pas désappointé.